Bonjour à tous et bienvenue dans notre troisième émission de Temps additionnel. Vous étiez plus de 9300 personnes à suivre notre deuxième émission. Merci une nouvelle fois pour vos nombreux partages. Donc, je suis Julien Gomez, je vais vous présenter une nouvelle fois le concept de l'émission. Nous allons promouvoir le football amateur abbvillois et ses alentours de la R1 à la D6 et nous parlerons également des différents sports abbvillois. Donc je suis accompagné de mes chroniqueurs Cathy Debouy, Stéphane Belvalet, Sébastien Wilch et enfin Charles Befer. Notre invité du jour est Monsieur Stéphane Deveau. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Dans notre sommaire, nous aurons donc résultats de la R1 à la D6, l'interview vocale, le challenge de la barre et enfin la séquence Balance ton sport. Seb, à toi de jouer. Merci Julien, bonjour à tous. Donc moi j'y vais, les résultats des clubs de régional sur la banlieue d'Abbeville. Alors on y va. En régional 1, le Sporting Club abbvillois se déplaçait à Steenvoorde. Donc voilà, défaite du SCA, 3-2 à Steenvoorde. Steenvoorde qui avait gagné le premier match 4-0 à l'extérieur à Outreau lors de la première journée de championnat. Les deux buts abbvillois marqués par Victor Postel, les deux buts sur penalty. Alors j'ai eu les confidences de Mathieu. Le SCA a fait une très bonne entame de match, très bonne première mi-temps, bien en place à contre-vent. Et surtout Mathieu était content parce qu'il avait retrouvé les valeurs qu'ils avaient un peu perdues contre nos gens, c'est-à-dire des valeurs de solidarité et de combativité. Et donc très bonne première mi-temps, il tourne à 0-0. Donc jusque-là tout se passait bien. Et donc en début de deuxième mi-temps, la ville se fait surprendre sur un coup de pied arrêté. Donc mené au score, 1-0. Et dès qu'Abbeville a encaissé le but, voilà, ils se sont rués à l'abordage pour pouvoir égaliser tout de suite en fait. Et donc malheureusement, en allant en 2-3 à l'abordage, ils se sont fait contrer. Donc Abbeville s'est retrouvé mené 2-0 à Steenvoorde. Donc à partir de ce moment-là, 2-0 à l'extérieur, t'es mené. Bon voilà, tu jettes ton va-tout un petit peu. Donc là, Abbeville qui joue un cran beaucoup plus haut. Ils ont réussi à s'installer dans le camp de Steenvoorde. Ils ont même réussi un petit peu à les acculer. Ils ont vraiment fait une super deuxième mi-temps. Et ça a payé vu qu'ils ont obtenu deux pénaltys en 5 minutes. Les deux pénaltys transformés par Victor Postel. Donc le SCA se retrouve à 2-2. La fin de match, ils sont restés bien calmes, ils ne sont pas énervés, ils n'ont pas été trop mis en difficulté par Steenvoorde. Et malheureusement, comme souvent, ça joue sur des détails. Et là, voilà, donc sur un coup franc quelque peu litigieux, d'après ce qu'on m'a dit, ils se font avoir encore une fois sur coup de pied arrêté suite à une erreur de marquage. Donc voilà, le SCA s'incline 3-2 à Steenvoorde. Très frustrant pour Mathieu, même s'il est content d'avoir retrouvé les valeurs qui lui avaient fait défaut la semaine dernière en Coupe de France. Et si on devait conclure un petit peu ce match-là, c'est que le SCA a perdu sur un détail face à une grosse équipe de Steenvoorde. Donc Steenvoorde reste premier du groupe. Et on savait que ça allait être un peu le match test pour le SCA. Bon voilà, 3-2 à l'extérieur, avec le contenu qui n'est pas trop mal, où tu te fais avoir sur des détails. N'oublie pas que l'équipe elle est jeune. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même moyen de s'appuyer, de capitaliser sur ce résultat-là dans le contenu, même si au niveau comptable, bien sûr, la défaite. Et ça n'arrange pas le club. Prochain match du SCA recevra en championnat le pays de Cassel. En Régional 2, Julien, donc Mianet, entraîné par Stéphane, se déplaçait à Lambersart. Match compliqué. Défaite de Mianet, 4-0, Stéphane. Ouais. Voilà, deuxième match, deuxième défaite. On n'oublie pas que Mianet, c'est un promu qui continue à apprendre dans cette division. Donc les joueurs, Stéphane, tes joueurs sont tombés sur une équipe vraiment supérieure. Tout à fait, ça va être difficile de lutter, on le savait. Après, voilà, quand tu joues en plus, qui plus est les équipes du Nord, on n'est pas surpris. Le niveau était vraiment, il y avait vraiment un fossé entre eux et nous sur ce match. D'autant plus qu'on avait énormément d'absents. J'ai compté jusqu'à 7 absents. Joueurs susceptibles de pouvoir évoluer en équipe première, donc ça fait beaucoup. Donc là, il y avait même pas une division d'écart en termes de niveau de jeu. On avait quasiment 2 niveaux d'écart, et voilà, c'était vraiment compliqué. Mais voilà, on va continuer de lutter et attendre quelques retours, et puis continuer surtout de travailler, et en espérant que ça puisse nous sourire par la suite. C'est ça, j'ai noté, garder le mot d'ordre, garder confiance, continuer à travailler. C'est une équipe qui est promue. À partir du moment où il te manque 7 joueurs susceptibles d'être titulaires, et puis on se rend compte aussi que voilà, dans le Nord, il y a des infrastructures qui sont tout autres. Il y a des moyens financiers aussi qui sont différents du club de Mianet et puis des clubs des alentours. Et puis voilà, après il y a aussi, eux ils ont la possibilité et la capacité pour leurs joueurs de s'entraîner 3 fois par semaine. Nous on ne peut pas avoir ce niveau d'exigence quand on est joueur de Mianet. Donc voilà, c'est difficile, mais on va continuer à se battre et trouver des solutions. Voilà, continuer à apprendre, on n'oublie pas.
Mianet vient de monter, c'est un promu, il faut le temps de se mettre au diapason dans la division. Et donc voilà, je te souhaite vraiment de pouvoir récupérer tous les absents. C'est gentil, merci. Pour la suite, parce que ça va pas être simple. Prochain match de championnat, déplacement Marc-en-Barreuil. Tout à fait, Marc qui a battu justement notre adversaire d'hier, donc ce ne sera pas évident. Bon, ce week-end ils ont perdu à l'extérieur, il me semble, 2-0. Ouais. Donc voilà, ce sera un tout autre match. Il faudra le jouer à fond. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va récupérer des joueurs aussi petit à petit. Mis à part peut-être Laurent Encaisse qui apparemment a consulté un médecin du sport et puis apparemment il aurait les croisés. Donc là, c'est quand même un gros coup dur. Mais après, il y a quelques joueurs qui vont faire petit à petit leur retour, donc il va falloir peut-être 2-3 semaines pour qu'ils reviennent à la compétition et retrouver du rythme. Mais voilà, on reste confiants et surtout solidaires entre nous. Laurent, il s'est pété là C'était le week-end contre Gamache. Ah oui, exact. Où il a passé des examens, donc il n'a pas encore eu le retour de l'IRM. Mais sur les premières manipulations du médecin du sport, et voilà, il lui a fait comprendre qu'il y avait quand même le risque que les ligaments croisés soient touchés. On ne lui souhaite pas en tout cas. Et donc bon rétablissement à toi, Laurent. On sait que Mianet a besoin de toi, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs. Lambersart, c'était pas une R1 l'année dernière? Je sais pas, tout ce que je sais c'est qu'on en a discuté un petit peu à la fin du match et il y a 2 clubs à Lambersart et il y a un projet de fusionner l'an prochain et c'est 2 clubs qui évoluent, si je ne me trompe pas, tous les 2 en R2. Donc voilà, on peut imaginer la puissance de ce club dans le futur et il y a l'ambition de monter en R1 d'ici 3 ans. Voilà ce qu'ils nous ont dit à la fin du match. D'accord. R3 Julien, R3, on y va. L'US Abbeville, recevez la Montois. Victoire de l'US Abbeville, 3-2 contre la Montois. Les buteurs, Hugo Paoli, un doublé, et Valentin Mouillard pour le 3e but. J'ai eu Joël, donc Joël est satisfait d'avoir gagné, bien sûr on est toujours content d'avoir gagné, même s'il juge que la première mi-temps a été moyenne. Les consignes n'ont pas toujours été très bien respectées, et l'utilisation du ballon, notamment l'utilisation du ballon, n'a pas convenu à Joël. Voilà, il est toujours exigeant Joël, il a raison, bon il gagne, c'est super, mais voilà, on sait qu'on peut perdre sur des détails, donc c'est important, ces détails-là, de bien les faire ressortir. Donc malgré ça, l'US s'est quand même créé des occasions en première mi-temps, et de l'aveu de Joël, à la mi-temps, l'US mène 2-1, alors qu'ils étaient menés 1-0 par la Montois en début de match, et l'US revient un petit peu miraculeusement, je veux dire, selon Joël, 2-1 à la mi-temps sur un doublé d'Hugo Paoli. Encore? Et un triplé la semaine dernière. Hugo Paoli, 5 buts en 2 matchs, donc super, très bien Hugo, continue comme ça. Donc 2-1 à la mi-temps, un petit peu miraculeusement comme je l'ai dit. En deuxième mi-temps, l'US rentre vraiment bien plus dans son match, bien mieux en place, se crée pas mal d'occasions, d'ailleurs ils engagent pas mal aussi devant le but. Et finit par marquer un 3e but par Valentin Mouillard. Donc Jo, même s'il est un petit peu déçu du contenu, il est content de la victoire et il retient surtout l'état d'esprit irréprochable de ses joueurs. C'est bien, c'est à noter, c'est très important. Autre chose à noter, un petit peu le point noir de ce match, c'est la blessure de Jérémy Monfillet qui se blesse au bout de 20 minutes de jeu, embarqué aux urgences à l'hôpital pour une blessure au genou. Donc je l'ai eu au téléphone, Jérémy, donc les premiers examens, a priori ce serait qu'une entorse. A priori ce serait qu'une entorse parce qu'ils ont peut-être vu quelque chose au niveau du ligament latéral, donc il attend de voir un petit peu comment la blessure va évoluer. Et s'il faut, il repassera un examen supplémentaire là, début de semaine pour voir un petit peu si il n'y a rien de plus grave. En tout cas, on ne le souhaite pas, et on lui souhaite par contre un très bon rétablissement à toi, Jérémy. L'US Abbeville se déplacera à Chantilly pour le prochain match de championnat. Donc voilà, le bilan comptable de l'US, une défaite, une victoire, on n'oublie pas, ils sont promus, et donc eux aussi doivent apprendre à se mettre au niveau. Et enfin, dernier match de Régional 3, Saint-Riquier. Saint-Riquier contre Méru. Saint-Riquier qui recevait Méru. Résultat, 2 buts partout. Alors des choses un petit peu sympas à raconter sur ce match. Donc les buteurs de Saint-Riquier, Baptiste Maréchal et Thomas Derumeau. Donc voilà, donc j'ai eu Alexandre au téléphone, Alexandre Boutet, le coach. Donc Alexandre était suspecté d'avoir le Covid. Donc il n'a pas pu coacher l'équipe. Donc il s'est retrouvé chez lui un petit peu téléphoné, SMS avec le président, avec l'adjoint de Gaëtan Bedford. C'est d'ailleurs Gaëtan qui a donc coaché le match ce week-end. Et je le précise parce que vous allez voir après, c'est assez sympa. Donc, en fait, ils s'étaient mis d'accord avec Alex, ils attaquaient le match, 5-3-2, 5 défenseurs pour être costaud, et on
plus 5 absents, c'est inquiet, avec Alex justement, 5 absents. Donc il démarre à 5 derrière, il se retrouve mené à peu près au bout d'une demi-heure de jeu 2-0. Donc là Gaëtan, lui il avait un petit peu les mains libres quand même tactiquement, parce que c'est vrai que pour Alex c'est pas évident, hein, tu vois pas le match et donc prendre des décisions c'est pas simple. Donc Gaëtan, félicitations à toi. Gaëtan, il a donc décidé à 2-0 de passer en 4-2-3-1. Voilà, 4 défenseurs, donc il passe en 4-2-3-1. Ils reviennent à 2 buts à 1. Et à 2-1, bah, il décide de passer à 3 derrière. Et ils égalisent 2 buts partout, donc super. Il a eu pif Gaëtan, super choix tactique. Donc il se retrouve à 2-2. À 2-2, il revient à 4 derrière pour essayer de garder le match nul. Et donc les joueurs de Saraki ont fait un super match, une super deuxième mi-temps, il m'a dit. L'agressivité, les duels, donc vraiment ce qu'il faut pour pouvoir faire des bons matchs à ce niveau-là. Et même Saraki a eu une occasion en toute fin de match où ils auraient pu l'emporter 3-2. Mais déjà, revenir à 2-2 quand on est mis 2-0, c'est génial. Donc une deuxième mi-temps bien meilleure, les Saint-Tunois bien plus combatifs. Donc je remercie Alex et surtout Gaëtan qui a accepté de jouer le jeu. Et le prochain match de Saraki ne jouera pas en championnat, ils sont exempts. Julien. Okay. Voilà. Donc voilà pour les résultats de régional. Donc très bon coaching de Gaëtan qui est l'entraîneur adjoint et qui a pris une bonne initiative en complémentarité avec Alexandre. Donc super coaching, super pour Saint-Pierre, très bon résultat. Nous allons passer à la séquence dédicace, c'est maintenant. Bonjour à tous, c'est Benoît Surbois. Moi aussi j'écoute temps additionnel et c'est vraiment le top. Donc voilà, merci à Benoît Surbois pour sa petite dédicace super sympa. Donc Benoît Surbois, qu'on embrasse au passage, qui jouait contre Amiens AC, l'équipe B. Donc ils ont perdu 2-1, donc un match un peu compliqué, mais un très bon match selon lui dans le contenu. Voilà. Le prochain match des Portugais d'Amiens, c'est contre Berck en Coupe de France pour le 4e tour. Donc à Berck encore, une nouvelle fois en déplacement. Et en championnat, c'est dans 15 jours avec la réception de Beauvais B. Donc voilà, on est tout cœur avec les Portugais d'Amiens qu'on embrasse au passage. Et Benoît aussi, merci encore. Seb, petit clin d'œil à Benoît qui me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs. On a eu l'occasion de jouer pas mal de fois l'un contre l'autre. Stéphane, est-ce que tu peux te présenter Stéphane pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, donc Stéphane, donc j'ai 37 ans, je suis animateur professionnel, animateur jeunesse et événementiel à la communauté de l'agglomération de Belson. J'ai 2 enfants, un petit garçon de 5 ans et puis une petite fille de 2 ans. Donc j'étais formé à l'Amiens SC, hein, j'ai fait toutes mes classes en tant que jeune là-bas, j'ai évolué aussi 4 saisons en senior en CFA 2. Et puis après, je suis passé par Abbeville pendant de longues années, hein, près de 8 à 9 ans, il me semble. Un bref passage à Arondel et puis 2 ans et demi à Aix-sur-Somme. Et puis actuellement, je suis entraîneur-joueur de la JS Mianais-Moyenneville. Depuis, j'entame ma 5e année. Ça marche. Merci pour ta présentation. Moi, Stéphane, j'avais une question à te poser. Exceptionnellement, tu ne vas pas tirer une question dans le local. J'avais une question à te poser, voilà. Stéphane Deveau, moi j'ai joué pas mal d'années avec toi et tout machin, il y a pas mal de gens qui connaissent le joueur, mais Stéphane Deveau, l'entraîneur, c'est quoi? Je veux dire, sur quel principe, sur quelle base tu construis ton équipe? C'est quoi ta philosophie de jeu? La griffe, Stéphane Deveau, c'est quoi? D'accord. Ce qui me semble déjà très important, c'est au niveau où j'entraîne, c'est déjà avant toute chose, c'est de prendre du plaisir, en y mettant un minimum d'exigence. Après ma philosophie de jeu, moi j'aime bien le beau jeu, donc voilà, c'est un jeu, il faut partir sur une bonne base défensive, trouver un équilibre entre des joueurs, on va dire, à l'aise techniquement, parce que voilà, j'ai cette philosophie, mais aussi trouver l'équilibre avec des charognards. Après voilà, le jeu s'est fait chez moi de mouvement, de simplicité, une circulation de balles rapide, avec la capacité pour mes joueurs de se projeter rapidement vers l'avant. Après, au niveau relationnel, au niveau humain, avec les relations que j'entretiens avec mes joueurs, c'est basé sur l'écoute. Je suis assez proche de mes joueurs, j'essaie d'instaurer une confiance réciproque, à la fois dans l'investissement et dans l'état d'esprit, donc confiance entre mes joueurs et moi, mais aussi une confiance entre les joueurs, entre eux. Ça me semble important pour voilà, qu'il n'y ait pas de tricheurs et que tout le monde aille dans la même direction. Et puis après, voilà, après, être coach, c'est quoi aussi? Selon moi, c'est être capable de s'adapter constamment. S'adapter à quoi? On va dire aux caractéristiques des joueurs que l'on a. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Aux forces en présence, parfois on est diminué.
Et puis il faut aussi savoir s'adapter à l'adversaire, ça semble aussi important, en fonction des objectifs qu'on s'est fixés, des forces en présence aussi du côté de l'adversaire, et puis aussi au club dans lequel on est, parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes exigences à Miami que dans d'autres clubs qui sont beaucoup plus structurés et dont les moyens financiers et humains sont peut-être encore beaucoup plus importants. Je l'évoquais tout à l'heure avec les clubs du Nord par exemple, où c'est difficile maintenant de lutter pour les clubs de l'Abbvillois, mais aussi de l'ancienne Picardie, on va dire. C'est très bien que là-haut, les clubs, il y a plus de moyens, il y a plus d'infrastructures. La densité de joueurs et de clubs fait qu'il y a vraiment une émulation Moi, différente. je m'en suis rendu compte dès ce week-end, ils s'entraînent 3 fois par semaine, ils ont 2 terrains d'entraînement, dont un synthétique. Voilà, nous on sait qu'en période hivernale c'est difficile à gérer, et puis nous voilà, on a des joueurs, s'ils signent à Miami, c'est que ces joueurs-là, au final, ils ont besoin aussi de trouver un équilibre entre leur vie professionnelle, familiale, leurs loisirs, ça semble important, et puis en ce moment il y a aussi la chasse, voilà, c'est des choses qu'on respecte, chacun a le droit d'avoir d'autres loisirs que le football. Moi aussi, hein, j'aime bien aller 1 fois ou 2 par an au ski, bon et voilà, ça fait partie de mes loisirs, le tout c'est de trouver un équilibre, et puis on fait de notre mieux, mais voilà. Moi j'avais une deuxième question qui n'a absolument rien à voir avec ce dont on vient de parler. Je voulais parler des réseaux sociaux, Stéphane. Ouais. Tu sais que maintenant dans notre société, ben voilà, malheureusement les réseaux sociaux prennent, enfin malheureusement ou heureusement, de plus en plus de place. Et on s'en sert aussi comme moyen de communication parfois. Je sais qu'il y a des clubs qui gèrent exclusivement les fameuses convocations. Nous à l'époque on avait des petits papiers, donc maintenant il faut avoir un compte Facebook. Voilà, je voulais avoir un petit peu ton avis sur toi, ton utilisation, sur les côtés bénéfiques, sur les côtés un peu moins sympas des réseaux sociaux, savoir un petit peu ce que tu en pensais, notamment à travers ton club, le club que tu viens de gagner. Ok, alors avant de venir vraiment sur les réseaux sociaux, depuis peu j'utilise des applications. Donc j'ai une application qui s'appelle Team Pulse, qui me permet en fait de sonder les joueurs par rapport à leur présence aux entraînements, sonder les joueurs par rapport à leur disponibilité par rapport au week-end, et puis aussi d'envoyer les convocations. Donc ça c'est quand même un outil que j'exploite, que j'ai expérimenté cette année et qui fonctionne plutôt bien, et on est en train de l'étendre en fait à l'équipe B et aussi à l'équipe C du club. Donc ça c'est une chose. Moi pour ma part les réseaux sociaux, effectivement je pense que ça doit rester un moyen de communication et d'information, notamment tout ce qui concerne les réseaux sociaux qui sont ouverts et vus de tout le monde. Après on a aussi en interne un groupe fermé qui permet aussi de passer des informations, mais aussi d'échanger, de communiquer. Mais là, ça reste des informations vraiment qui sont internes au club et parfois même à l'ensemble des équipes seniors, voire même de l'équipe première, etc. Donc voilà, il y a trouvé aussi le bon outil et d'en faire le bon usage. La bonne utilisation, oui, c'est ça. Tout à fait. Et c'est vrai que quand il y a des réseaux sociaux qui sont vus de tout le monde, il faut être vigilant, et puis à ce qu'on dit en commentaire, etc. Et moi en tant que coach, quand il y a des choses à dire qui sont du domaine du sportif, je préfère que le joueur vienne me voir en face à face, qu'on en discute, parce que ça peut faire aussi par moments des mauvaises interprétations. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut pouvoir être vigilant à tout ça, et chacun doit y porter une vigilance. Complètement, on lave le linge sale entre nous. Tout à fait. C'est important. Stéphane, cette application, est-ce qu'elle est gratuite ou elle est payante? C'est une application gratuite, oui. Gratuite? Ouais. Ok, c'est bon à savoir pour les clubs et les coachs qui veulent l'utiliser, c'est un bon moyen. Et moi, j'utilise personnellement une autre application là, qui est propre à moi, c'est MyCoach Football, qui me permet en fait d'avoir des statistiques en fait sur les présences aux entraînements. C'est important aussi de communiquer ça par moment aux joueurs, et puis sur les statistiques par rapport au temps de jeu, comme tu l'évoques Sébastien, et ça me permet de faire un petit récapitulatif en fin de saison. Alors c'est pas indispensable, mais des moments ça permet d'amener une discussion avec les joueurs, et puis de faire un petit état des lieux, des forces en présence, de l'investissement des joueurs, et puis des statistiques, voilà, les buts marqués, etc. Super. Merci Stéphane d'avoir joué le jeu. Ok, Merci. Stéphane, pour commencer, est-ce que tu peux me donner un joueur de la région ou des alentours que tu souhaiterais avoir dans ton effectif et pourquoi? Alors,
À l'heure actuelle, j'ai besoin de joueurs offensifs, j'ai besoin de me renforcer offensivement. Alors oui, je suis un petit peu frustré parce que je voulais le petit jeune Antoine Paillet. C'était un joueur que je connaissais peu, que j'ai appris à connaître parce que j'ai partagé des moments avec lui cet été dans le cadre professionnel. Voilà, je suis passé à côté, ça s'est joué à pas grand chose, mais c'est vrai que c'est un joueur que j'aimerais bien avoir parce que j'ai aussi une sensibilité pour les jeunes joueurs que j'aime accompagner dans leur parcours de formation et puis donner la chance à des jeunes joueurs comme lui par exemple d'évoluer en R2 et de lui donner cette opportunité et puis de l'accompagner dans sa progression, ça me semble aussi important et puis voilà, ça pourrait être bénéfique pour l'équipe pour épauler un petit peu plus aussi Nicolas Duhamel qui est un petit peu seul devant en ce moment. D'accord. Et il joue actuellement dans quel club? Il joue à l'US, alors bon, il a eu des débuts un peu difficiles parce qu'il n'a pas pu trop s'investir sur la préparation du fait qu'il travaillait, mais voilà, je lui souhaite le meilleur, j'espère qu'il va garder confiance et puis qu'il va pouvoir intégrer le groupe et puis montrer de quoi il est capable. D'accord. Merci Stéphane. Bébel, à toi. Travailler à Viplage avec toi. Tout à fait, il a fait un Viplage et puis il a travaillé dans le cadre des unités mobiles d'animation. D'accord. Bébel, à toi de jouer. Alors, on va débriefer de la D1 à la D3. On va commencer par la D1 avec la B du SCA qui recevait Montière. Victoire de la B du SCA 4-0. But de Charles-Henri Legris, encore. Valentin Renoir aussi, je crois qu'il avait aussi marqué la semaine dernière. Et un doublé de Valentin Pavie. Le petit mot de Flo Séchère, il se dit très satisfait de son jeune groupe. Il a vu des belles choses, il va pouvoir travailler confiance le reste de la semaine. Félicitations à notre invité de la semaine dernière, Jordan, le capitaine du SCAB, qui a amené sûrement son équipe aussi à la victoire. En D2, Mianet 2 contre Niba Fresseneville. Défaite de Mianet 2, 7-2. Alors, buteur pour Mianet, Niadji Roger et Alexis Hautecoeur. Buteur pour Fresseneville-Niba, Laurent Delabie 3 fois, Aubin Ducatel 3 fois et Clément Mathieu 1 fois. Le petit mot de Arnaud Fromentini, il nous a manqué beaucoup de choses cet après-midi, en plus de la liste des blessés, qui était longue comme son bras. Il lui a manqué aussi de l'agnac, ils ont eu beaucoup de fébrilité et ça ne retire rien à la victoire de Niba Fresseneville qui possède une belle équipe. Stéphane, à propos de l'équipe B, c'était... Oui, on fait un petit débrief avec Arnaud à la fin de chaque match. Bon, autant on était très satisfait du contenu contre l'US Albi sur le premier match, autant là dans le contenu, il y a des choses qu'on va devoir recadrer un petit peu et des comportements qui n'ont pas lieu d'être aussi sur un terrain. Voilà, un petit peu déçu parce que autant en équipe première, voilà, on n'a pas eu les résultats, mais l'état d'esprit est là. Et là, il y a quelques petits trucs à revoir. Mais voilà, c'est une équipe qui est expérimentée, il manquait aussi du monde. Et j'ai quand même bon espoir pour l'avenir. Ils ont vraiment les moyens de faire quelque chose de bien et bien figuré dans ce championnat. C'est vos anciens qui sont partis en équipe B, quoi. Grosso modo. Plus ou moins. Plus ou moins. En D3, Alencourt-Manchecourt. Donc buteur pour le HAC, Mathieu Dailly 2 fois et Thibaut Malherbe. Buteur pour Manchecourt, Jessie Dunic. Excusez-moi pour l'orthographe. Nous avons le retour de Redouane Lebat. Après plusieurs week-ends avec un effectif réduit, Redouane pouvait compter sur 13 joueurs. Manquait juste à l'appel son gardien de but. C'est un peu dommage. En même temps, Manchecourt réussit à ouvrir le score sur penalty par Jessie Dunic et aurait même pu alourdir la marque au retour des vestiaires. Malheureusement, un manque cruel d'entraînement leur a fait défaut à Manchecourt et ils prennent 3 buts en deuxième mi-temps. Donc dommage, mais il va se servir de ce match pour dire travailler entraînement et il est content d'avoir récupéré de l'effectif. Il souhaite bonne chance à Alencourt qui va jouer son 4e tour de Coupe de France contre Frévez-Carbotin R3. D'ailleurs, il y a des belles affiches, on en parlera sûrement dans les prochaines, il y a des belles affiches en Coupe de France. Il y a Saint-Valéry, Beauvais d'ailleurs, de tête, et après des belles affiches encore. US Nogent, US Nogent, ouais. Mais Alencourt, grosse équipe, donc vraiment une équipe à suivre. Et Manchecourt n'a pas démérité parce qu'Alencourt, 4e tour de Coupe de France, et ils ont un super effectif. Donc on verra un beau match là ce week-end. Et US Chantilly, c'est ça Stéphane, tu avais joué Chantilly au tour Tout à fait. Non, c'est l'US qui doit jouer Nogent, il me semble. Nogent. L'US, c'est Nogent. Voilà. Nogent qui a joué le SCA et qu'on va retrouver aussi nous dans notre championnat en R2. Donc tout se croise un peu en fait. Tout à fait, ils ont joué, voilà,
tous les clubs abvillois, ils vont les rencontrer plus ou moins. Et d'ailleurs, vous allez chercher des informations, vous téléphonez un peu, non? Tu fais Oui, quoi, oui, toi? le réseau il marche plutôt bien et il y a une solidarité entre coachs on va dire, de la région et enfin tout du moins de la Somme et de l'Abvillois. C'est bien, Ça c'est toujours important de savoir un peu c'est bien de savoir un d'infos. petit peu les points forts, les points faibles, Tout à fait. les axes de travail pour la semaine et voilà, ça se fait quotidiennement. C'est très bien. On va passer à l'interview vocale. Non, on va laisser les résultats défiler, donc les résultats buteurs de la D1 à la D3. Après, c'est parti. Audio Hub. Donc voilà, on a découvert les résultats avec les buteurs. Bebel, interview vocale, je te laisse gérer. Allez, mon Steph, tu tiens un papier. C'est parti. Oh, on a 13. Écoute. Porte chance, ça va. Ah, je sais pas. Alors, l'adversaire qui t'a le plus impressionné depuis le début en coupe, en championnat ou, Je vais évoquer le club de la Montois, parce que moi je suis un petit peu originaire aussi d'Amiens, et puis c'est le club voisin de là où j'ai grandi, et c'est un club un petit peu familial comme le nôtre, et j'ai beaucoup de reconnaissance envers ce club, parce que c'est voilà, peu de moyens, et puis c'est un club qui a toujours réussi à avoir des résultats, et avec Mianet on s'est rencontrés maintes et maintes fois, à la fois en championnat de R3, mais aussi en D1, et ça a toujours été des matchs compliqués à gérer, parce qu'il y a vraiment une belle équipe, avec une belle philosophie de jeu, un club qui arrive toujours où il n'y a pas trop de... Il y a très peu de changements en fait, ils ont vraiment une philosophie de garder des joueurs pour être dans une continuité et c'est toujours des matchs très compliqués et c'est pour ça que je tire mon chapeau à l'US qui a réussi à les battre ce week-end, même si Joël était un petit peu pas tout à fait satisfait du contenu. Mais ça reste quand même une bonne performance de leur part parce que je sais de quoi je parle, c'est difficile de battre la Montois. parce que t'es le Cardonnette. Hein. Tout à fait, et la Montois c'est le petit village de Rennesville qui est à moins d'1 kilomètre. Allez, le petit papier. La 4. À quel niveau pourrais-tu prétendre jouer? Bon, maintenant c'est un peu derrière, entraîner. Non, c'est jamais. C'est jamais. Ah, tu lances un message là? Non, s'il y a des coachs qui cherchent. J'ai hésité parce que c'est vrai que j'avais l'impression d'arriver peut-être à la fin d'un cycle, hein, d'avoir fait ce qu'on a fait avec Mianet. Ça faisait déjà 4 ans, on a abouti à quelque chose. Maintenant voilà, j'ai pris la décision de rester et puis de repartir sur un nouveau défi avec ce club. Mais c'est vrai qu'à 37 ans, je me dis peut-être que entraîner, jouer, ça demande quand même beaucoup d'investissement. On ne se donne pas les moyens non plus d'être toujours concentré sur son jeu. Je me suis dit, ouais, s'il reste 2-3 ans peut-être à faire, un dernier challenge, pourquoi pas. Mais voilà, non, j'ai trouvé mon équilibre à Mianet et puis je souhaite poursuivre et puis se donner de nouveaux objectifs. Bon, revenons à la question. Alors, à quel niveau tu pourrais prétendre entraîner? Entraîner, je sais pas, on a toujours envie d'entraîner un petit peu plus haut. Moi, ce que je sais, c'est que si demain j'ai des sollicitations, j'y réfléchirai à 2 fois. Après, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme les joueurs, faut que j'arrive à trouver un équilibre entre ma vie familiale, ma vie professionnelle, et puis les exigences d'entraîner à un niveau supérieur. Après, je cache pas que d'entraîner aussi des jeunes, peut-être dans un centre de formation, dans un avenir un peu plus moyen ou lointain, c'est peut-être aussi un objectif que j'aimerais bien atteindre. J'ai toujours cette sensibilité de travailler au contact de jeunes, de les faire progresser. Et là, oui, pourquoi pas. Et puis, enfin, repartir avec un projet pour peut-être repartir en D1, en R3 avec un projet ambitieux avec un autre club sur un avenir moyen ou lointain, pourquoi pas aussi. Tout peut me plaire, tout peut m'intéresser. Maintenant, voilà, j'ai envie de repartir avec. Je suis reparti avec Mianet là. Je pense que voilà, on va avoir une année difficile. C'est toujours difficile la première année où tu montes, mais j'ai aussi bon espoir et puis j'espère avoir des garanties derrière pour pouvoir faire encore évoluer l'équipe et puis aller embêter les équipes un peu plus grosses. Par la suite. C'est tout ce qu'on te souhaite, Stéphane, c'est gentil. Donc Stéphane, justement, tu as réussi à faire monter le club de Mianet-Moyenneville en R2. Donc Ouais. pour un petit village comme celui-ci, c'est juste un peu formidable. Enfin, c'est un peu un mot fort, mais c'est formidable quand même. Ouais, tout à fait.
Justement, est-ce que tu as reçu, suite à ça ou même avant, des propositions d'autres clubs? Et justement, quelles sont tes ambitions en tant qu'entraîneur en fonction des demandes que tu as reçues? D'accord. Alors, quand j'ai quitté le SC Abbeville, voilà, j'ai uniquement Mianet qui m'a sollicité. J'avais l'envie aussi de rester au SCA et puis d'apporter quelque chose au SCA en tant que, pourquoi pas, adjoint en charge de la préparation physique et puis d'accompagner les jeunes du club, mais surtout les jeunes qui arrivent en senior dans leur progression. Ça n'a pas pu se faire, donc Mianet m'a tendu la main et j'ai signé à Mianet. Et puis je le regrette absolument pas. Pour revenir à ta question. Ouais, c'est plutôt ma question. Parce que là, tu t'échappes, mais est-ce que tu as reçu des propositions? Des propositions, oui, j'en ai eu, oui. Après, bon, j'évoquerai pas les clubs, mais j'en ai eu, mais j'ai tout de suite fermé la porte. Je suis pas justement plus que ça dans. Quel niveau à peu près? Juste pour nous, on donne pas les clubs, mais juste quel niveau? C'était un niveau R3, oui. R3? Oui. Tu as une proposition? Ok. Donc du coup, des alentours. En tant qu'entraîneur. En tant En qu'entraîneur. tant que joueur, j'ai aussi d'autres propositions sur la mienne. Là, actuellement, sur cette année? Oui, à la fin de la saison. D'accord, ok. Maintenant, on va passer au challenge de la barre. Ouais, alors cette semaine, je suis allé à Neuilly-l'Hôpital, où encore une fois, très bien accueilli par le coach de Neuilly. Donc je vous laisse découvrir les images tout de suite. Israël, 34 ans, milieu. J'ai gaucher baissé, 18 ans. Orient Gilles, 22 ans, milieu. Guillaume Gilles, 28 ans, gardien. Jerry Beck, 28 ans, attaquant. Jordan Baedan, 17 ans, attaquant. Laurent Sailly, 42 ans, milieu. J'ai Maxime, 40 ans, milieu. Steven Grivel, 28 ans, attaquant. Steven Brochier, 25 ans, milieu de terrain. Grégory Leroux, 35 ans, attaquant. Donc voilà, troisième épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on était à Neuilly-l'Hôpital. Donc c'est Grégory qui a réussi. Donc tu seras qualifié pour la grande finale. Puis en espérant ramener la coupe à la maison à Neuilly. Voilà, merci. On va tout faire pour. À la prochaine. Donc du coup, c'est Grégory Leroux qui a touché au bout du 4e essai. C'était un petit peu plus dur à Neuilly, mais il y avait un peu de vent. Donc du coup, il sera qualifié pour la grande finale. Super, super. On passe au débrief. Ouais, donc débrief, donc en D4 j'ai choisi le match rue Crotoy B contre Neuilly. Donc après un nul contre Villers il y a 15 jours, Neuilly s'impose 2-1 contre rue Crotoy B. Donc doublé de Steven Grivel qui continue de faire trembler les filets chaque semaine. Encore. On en parle encore. Et c'est Jean-Marc Mouillard qui marque pour rue Crotoy B. Donc avec cette victoire, Neuilly prend la 2e place de D4. En D5, j'ai choisi le match Hailly-Vauchel contre Ivranche. Donc Hailly-Vauchel prend la 2e place de la D5 derrière Cambron B en s'imposant donc contre Ivranche 2-1. Donc les buteurs sont Geoffrey Tellier, Christopher Tellier et pour Hailly-Vauchel, Alim Lamouré. Pour Ivranche, pardon, Alim Lamouré. Et en D6, j'ai choisi le match Quesnoy-Noyel. Quesnoy, 2 matchs, 2 victoires, donc ça démarre très fort. Surtout après la désillusion de la semaine dernière en Coupe de France, leur forfait à cause du Covid. Donc ils s'imposent 6-0 et ils s'installent en solide leader de la D6. Donc les buteurs sont Logan Malnard pour un doublé, Eric Dieudonné, Corentin Thiet-Dacheux, Raphaël Mentong, désolé pour la prononciation, pardon, et Aurélien Monchot.
Voilà. Super Quinois, donc on embrasse au passage, suite à la désillusion, c'est vrai en Coupe de France, mais ils ont fait un super parcours. Après voilà, le Covid fait partie de notre vie malheureusement, mais on les embrasse et puis on leur souhaite bon courage pour la suite. Maintenant je vous laisse découvrir le reste des résultats. Audio Hub. Audio Hub. Donc voilà, vous avez découvert les buteurs avec les résultats. Maintenant, nous passons interview vocale. Ça marche, Stéphane, je te laisse tirer un papier. 16. Ton club de cœur. Ouh là là, mon club de cœur. Honnête, c'est difficile. Non, tout ce que je dois dire, c'est que partout où je suis passé, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai vécu des moments forts. Voilà, j'ai été formé à l'Amiens SC, j'ai eu la chance d'évoluer aux côtés de joueurs professionnels quand j'ai joué en CFA2. On a remporté aussi le titre de CFA2. Bon, on ne pouvait pas accéder au CFA, mais c'était quand même des grands moments. Au SCA, j'ai vécu de belles années, avec jouer devant, on va dire, beaucoup de public, 400, 500, 600 spectateurs pendant de longues années, aux côtés notamment de Sébastien Witch. C'est aussi une fierté, on aime bien chambrer. À Ille-sur-Somme, j'ai vécu aussi une montée historique en CFA2 pour le club. Et puis là, à Mianet, voilà, aussi une montée historique en R2 aussi. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. J'ai dit CFA2 pour Ille-sur-Somme, c'est ce que j'ai dit, il me semble. Ok, donc je ne me suis pas trompé. Donc voilà, donc vraiment beaucoup de bons moments dans les différents clubs dans lesquels je suis passé. Après, évidemment, le SCA, c'est là où j'ai passé quand même en senior le plus grand, enfin le plus longtemps possible. Ouais, voilà. Donc le SCA reste ton club de cœur. Point. Oui, je dirais le SCA et puis l'Amiens SC parce que c'est quand même eux qui m'ont formé, qui m'ont beaucoup apporté. Après voilà, le passage à Ille-sur-Somme, il restera aussi un souvenir exceptionnel et la découverte d'un club familial. Et puis l'histoire avec Mianet n'est pas terminée. Ouais. Ok, je te laisse tirer un deuxième papier du coup. Le 9. Le 9. J'en étais un grand buteur, mais. Le joueur qui t'impressionne le plus dans ton club. Le joueur qui m'impressionne le plus. Moi, j'ai envie de rendre hommage à un joueur qui est là depuis mon arrivée, c'est Frédéric Delaporte. C'est vraiment un joueur qui est très investi. C'est un charognard. C'est vraiment, voilà, à ce niveau-là, c'est vraiment un exemple à suivre. Il a une grosse endurance, une grande capacité mentale aussi à affronter des équipes beaucoup plus importantes que ce qu'on a vécu les premières années. Et puis c'est vraiment quelqu'un de confiance et il a su aussi progresser et gravir les échelons qu'on a réussi à gravir avec le club et il tient toujours sa place et c'est vraiment quelqu'un sur qui je peux vraiment m'appuyer. Un cadre. Tout à fait. Ça marche. Stéphane, qui est selon toi le joueur à suivre dans l'ensemble des championnats pour la saison 2020-2021 hors un joueur de ton club? D'accord. Bon, évidemment, j'ai pas l'occasion d'aller sur les terrains voir beaucoup d'autres matchs que les matchs de Mianet et les confrontations directes. Cependant, après la période du confinement et les premiers matchs amicaux, j'ai eu la chance d'aller voir 2 fois le SCA parce qu'ils jouaient contre des concurrents directs contre qui je vais jouer cette année en championnat. Et à 2 reprises, j'ai trouvé le petit Sean Belvalette qui m'a montré quand même qu'il avait un gros potentiel. Pour devenir peut-être un joueur, s'aguerrir peut-être pour pouvoir évoluer, s'aguerrir en R1, mais pourquoi pas peut-être aussi pouvoir aller jouer plus haut, parce que voilà, il a vraiment des qualités techniques en tant que défenseur et latéral gauche qui sont un petit peu, selon moi, au-dessus de la moyenne. Et puis c'est un chien, il charogne, il a une bonne lecture du jeu, il anticipe les choses. Et ouais, il m'a impressionné. Après, je l'ai vu évoluer que 2 fois. Mais sur ces 2 fois-là, j'ai trouvé qu'il était très très intéressant et donc joueur à suivre pour moi. Ouais, on en entend souvent parler de ce petit joueur-là, donc qui est au SCA et qui fait une belle prestation. Cathy, balance ton sport, c'est parti.
Alors, dans la séquence Balance ton sport, on va reprendre la séance Balance la culture quand même. Aïe, 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 aïe. Puisque j'en profite alors, pour deux choses, vous verrez après. Donc Stéphane, puisque tu as été joueur SCA de Ligue, qui est Paul de Ligue? Oula, quelle question. Paul de Ligue. Donc, personne n'est Attention. préparé à ça. Bon, disons, je pense que c'est voilà, c'est de longue date et ça devait être peut-être, je vais dire, un des premiers présidents qui a réussi au club. Mais pas mal, un premier président. Bon, je pense que ça devait être une figure emblématique d'Abbeville qui a donné son nom. À la base, c'était pas un terrain privé, c'est ça? Ouais, C'est on figure, a des bouts. une figure de la municipalité, travaille à la Aussi, mairie, aussi, c'est ça? aussi. Bon, ça va, je suis bon là. Vous êtes pas mal. Alors, donc je vais vous reprendre vite fait, puisque je dois faire plus court apparemment. Donc ce jeune homme, né dans le Pas-de-Calais en 1885, est arrivé joueur de foot. Il était joueur de foot, donc d'abord il a été champion de France avec le lycée d'Amiens, champion de France scolaire avec le lycée d'Amiens. Et puis après, il est arrivé sur Abbeville. Donc c'est un grand sportif, course à pied, voilà, champion de Picardie aussi en 1500 mètres en 2006. Finalement, après la première guerre, donc en 1918, il devient conseiller municipal et devient également le président du SCA, donc le Sporting Club Abvillois. À l'issue donc c'est déjà la première réponse. À l'issue de la première AG, donc 1919, il propose de faire un grand complexe multisport pour tous les sportifs du SCA. Donc avec l'aide des commerçants, des industries et de la municipalité, ils trouvent un terrain et en construisent le stade comme on le connaît d'ailleurs aujourd'hui, à quelques équipements près. L'association SCA, donc ça c'est important, devient finalement le propriétaire. Donc c'est ce qui se faisait d'ailleurs partout en France, le Sporting Club devenait propriétaire. Donc le terrain est inauguré en 1922. Et là, c'est important. Aujourd'hui, je vous propose ce sujet parce que c'est le 24 septembre 1922. Voilà, donc c'était l'anniversaire, 98e anniversaire il y a quelques jours. Donc il devient ensuite le maire adjoint, donc en 1923, puis maire de 1925 à 1942. Donc pour la partie culture générale, c'est intéressant. Et c'est seulement à son décès en 1951 que finalement le stade... on appellera effectivement stade Paul de Ligue. Le stade Paul de Ligue. D'accord, c'est super intéressant. C'est intéressant. Il était commerçant aussi. Il était commerçant en vin spiritueux. Vous avez essayé de me piéger là. Bien joué. Donc du coup, je rebondis sur un autre sport, le handball. Pourquoi le handball? Alors, pas parce que j'en fais, mais parce que c'est aussi, il a été aussi fondé, le club, par un grand élu abvillois qui était André Leduc. Donc André Leduc était instituteur, né en 1920, il était instituteur sur Abbeville. Et en fait, dans le cadre des échanges scolaires, des échanges de quartier, il a constitué les premiers rassemblements amical laïque, et le handball était un des sports pratiqués. Donc, conseil municipal en 1965, finalement, il décide de créer l'EAL, donc l'entente amicale laïque de handball. Donc voilà, donc 1965, 2015, on a fêté les 50 ans du club. Voilà. Donc aujourd'hui, puis le basket, il y aura le basket par la suite. Donc aujourd'hui, c'est un club, un très grand club aussi, bien, comme le foot, c'est un gros club abvillois où il y a énormément de licenciés, donc toujours un petit peu en ce moment moins licenciés qu'à l'habitude, forcément. Mais le club vit bien, a eu des belles années, aussi avec la D2 féminine. Aujourd'hui, les garçons reprennent un petit peu le dessus et c'est aussi sympa. Donc là, il y a un projet de club qu'on appelle 2020-2024. Effectivement, où le but c'est que les garçons actuellement en N3 puissent monter et s'installer en N2. Voilà. Et que les filles regagnent le niveau N3 également. Petite question, il y a combien de licenciés justement à l'EAL? Il y en avait 200. Là, est-ce qu'on est arrivé à ce nombre-là? Je ne sais pas. J'avoue. Je suis un peu déçu quand même. Les équipes premières, donc tout le monde a joué ce week-end. Donc les filles ont gagné en prénat, les garçons ont fait un très beau match
en N3, il me chambre en fait derrière, c'est pour ça que je rigole. Les garçons ont fait un très gros match, puisqu'ils ont fait un match nul 27-27 contre le Chili, donc c'est pas rien, donc c'est vraiment une belle perf. La semaine prochaine, vous pouvez aller les voir, ils jouent à 21h au Centre Omnisport, donc André Leduc. Contre une entente du 95, donc ça va être aussi un très beau match voilà, en deuxième journée. Et les filles joueront à domicile le week-end d'après, le samedi 10 octobre. Voilà. J'ai fait le tour, j'ai été bref. Ah, super, bah, j'ai toujours pas mon nombre de licenciés, mais bon, Non, c'est pas mal. je donnerai. Voilà. Maintenant, on va passer à l'interview vocale. Allez, c'est parti. Question 2. Ton pire coach. On est pas comme là, C'est ton pire coach. Ah oui, bah, donc du coup, quel est ton pire coach? Mon pire coach. Quel a été ton pire coach? Alors, c'est difficile, il n'y a pas de pire coach. Tous les coachs ont leur philosophie, ont leur méthode de travail, ont aussi, j'ai envie de dire, un type de management. Moi, là où j'étais un petit peu frustré, c'est étant jeune, c'est que quand j'étais en 15 ans à la MNC, à l'époque, alors le club était dans une philosophie de formation, mais aussi et surtout de résultats. Et moi, je suis passé un petit peu à la trappe, c'est que j'ai jamais pu évoluer en 15 ans nationaux, puisqu'en fait, j'avais un déficit au niveau du gabarit. Et puis, comme voilà, le coach à l'époque, qui était Paul Imielov, voulait absolument des résultats. C'était difficile pour moi d'intégrer l'équipe, mais du coup, j'ai perdu un petit peu mon temps. J'ai ce sentiment que j'ai réussi à rattraper par la suite, quand j'ai comblé un petit peu ce déficit physique. Mais je trouve que c'était un petit peu dommage. Et ce que je dis pour moi, ce que j'évoque pour moi, c'est valable aussi pour d'autres joueurs et dans d'autres clubs. Et voilà, et comme j'ai une sensibilité sur la formation, c'est pour ça que j'évoque cette anecdote. Et t'es moins dans la formation peut-être avant à s'occuper de tout, on produit vraiment. Il faut toujours trouver un équilibre entre voilà, je forme, il faut faire évoluer les équipes le plus haut possible, il faut aussi avoir des résultats. Et donc du coup, voilà, il y a un équilibre à trouver. Mais c'est vrai que voilà, pour ma part, j'ai évolué qu'en niveau régional en 15 ans. Et ça reste un petit peu une petite frustration parce que j'aurais pu peut-être apprendre davantage et plus vite si j'avais évolué au niveau supérieur, sachant que tous les joueurs en fait qui étaient avec moi, c'est des joueurs qui après n'ont pas fait carrière pour la plupart et qui jouent à ma place. Mais du coup, ça ne nous dit pas qui est ton pire coach. À l'époque c'était Paul Imila, donc voilà, après pire coach, non, on l'embrasse au passage quand même. Après, effectivement, vous attendez peut-être que je vous parle de Christophe Warnier. Pas du tout. Mais non, Christophe, je respecte vraiment son travail. Après, oui, on a eu à un moment donné un petit différend. J'ai pas eu la possibilité de travailler à ses côtés parce qu'il n'a pas spécialement eu l'envie non plus de travailler avec moi en tant qu'éducateur, mais préféré me garder comme coach. Bon voilà, c'est du passé et je l'encourage à poursuivre le travail qu'il effectue avec les jeunes du SCA. Parce que voilà, il y a la formation, c'est important, et puis pour faire augmenter le niveau de toutes les équipes de la Villois. D'accord, vas-y, on te laisse tirer un deuxième petit papier. Question numéro 7. Ah, les superstitions. Est-ce que tu as des superstitions? Ah oui, est-ce que tu as un rituel aussi? Pas spécialement, après c'est vrai que quand je prépare mes matchs, voilà, je mange de la viande blanche, je mange bien souvent des pâtes, et puis ici peut-être quand je rentre sur le terrain, je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'expliquer, mais je rentre bien souvent avec le pied droit en premier sur le terrain. J'explique pas pourquoi, mais... Les mêmes chaussettes, les skis? Non, par contre par rapport à ça, non, je suis pas comme mon collègue et puis votre collaborateur dans le cadre de l'émission, Sébastien Winch, lui, il pourra vous en dire un peu plus, lui il a pas mal de rituels aussi. Justement, pour te couper et revenir à ça, depuis qu'on a lancé l'émission, il nous a dit à chaque fois, dès qu'on fait plus de 5000 vues, il conserve le même slip. Là, ça fait 3 semaines déjà. Donc depuis 3 semaines, il a conservé le même slip. Donc je l'embrasse au passage et je te dis... je suis pas étonné. T'es pas étonné, mais nous, ça se sent et c'est une odeur qui est assez forte. On l'embrasse et c'est cadeau. Il changera au-dessus de 10 000. Donc on compte sur vous. Ok, bah écoute Stéphane, merci beaucoup. Maintenant, je te laisse le mot de la fin, petite phrase sur ta venue avec nous. C'était un plaisir, j'espère un plaisir partagé. En tout cas, voilà, c'est bien de parler du football et puis aussi d'autres associations avilloises.
je vous encourage à continuer de la sorte. Et voilà, moi c'était vraiment un plaisir d'être présent parmi vous aujourd'hui. Et dans cette ambiance et convivialité, c'est toujours sympa. Merci beaucoup, écoute Stéphane, plaisir partagé. Au passage, j'ai eu un petit résultat que j'ai reçu. Donc les Templiers d'Oisemont, l'équipe féminine, deuxième journée de championnat, qui jouait contre Chambly. Donc résultat 1 partout. But de Maëla Kerbouet. Voilà, donc prochain match pour les Templiers d'Oisemont, équipe féminine en Coupe de France à l'extérieur contre Chaulnes, donc qui évolue en R3. Donc le message est passé. Maintenant, notre troisième émission touche à sa fin. Je souhaite remercier donc notre invité, monsieur Stéphane Deveau, pour sa disponibilité et sa participation. Merci également à la mairie d'Abbeville et la communauté d'agglomération de la baie de Somme pour le prêt des locaux. En parlant des locaux, on va être donc dans un nouveau local la semaine prochaine, donc au niveau du son, et vous aurez une meilleure qualité, donc ça on en parlera la semaine prochaine. Merci à nos sponsors, donc Benoît Villonne de la société Vetasport, Ali Osturk du restaurant Kebab Antalya, Yann Delinière de l'imprimerie SYD à Pont-Rémy, et le petit nouveau, donc Brahim de la pizzeria Seven Pizza qui vient d'ouvrir. Il y a quelques jours, l'adresse est 20 Parvis Saint-Vulfranc, juste en face de l'église Saint-Vulfranc. Donc n'hésitez pas à aller le voir avec des petits prix super sympas. Et enfin également un grand merci pour votre fidélité. Parce que vraiment là on en discutait encore, on a entre 9 et 10 000 vues, c'est juste super sympa de votre part, les nombreux partages, tous les messages. On continue et on va s'améliorer. Encore merci à vous et à très bientôt. Audio Hub.